Merci beaucoup. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous. J'avoue que j'ai pensé que je vais faire la présentation en anglais, mais vu qu'il n'y a pas une traduction simultanée, je vais essayer de faire l'exercice dans ma tête et faire la traduction simultanée. Les diapos sont en anglais. Et des fois, quand je ne trouve pas les mots, vous allez entendre des mots anglais. Mais c'est aussi un plaisir de faire cet effort pour m'engager plus avec vous. Alors, après ce parcours formidable d'Amina, moi, je voudrais vous donner juste un peu un esprit ou disons une idée, c'est que l'Agence internationale d'énergie atomique fait dans la nutrition et comment on peut utiliser les isotopes stables pour évaluer des programmes. Donc, je commence d'abord avec qu'est-ce que c'est l'Agence internationale d'énergie atomique, parce que je me suis dit, il y a des représentants de combien de pays? 18 pays ou plus, qui peut-être n'ont pas parlé ou entendu parler de l'agence avant. Je vais aussi faire rapidement une introduction à ce que nous faisons dans la nutrition et comment on peut utiliser les isotopes stables pour informer les programmes. Et là, je me focus sur les micronutriments et comment ces techniques fonctionnent, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, juste un petit aperçu. Et comment vous pouvez accéder à les supports que nous offrons ou comment vous pouvez apprendre à les utiliser. Voilà, donc qu'est-ce que c'est l'Agence internationale d'énergie atomique? Nous faisons partie de la famille UN, Nations Unies. L'agence a été créée en 1957 et les motos, c'est Atoms for Peace, les atomes pour la paix. Tout récemment, nous avons changé et en fait, je devrais ajuster les diapos. C'est maintenant les atomes pour la paix et le développement. Très important parce que ce n'est pas simplement pour utiliser les atomes pour la paix, mais il faut que ça sert aussi à un objectif. Et l'objectif, c'est bien sûr, c'est le développement, c'est les objectifs, les SDG, les Sustainable Development Goals. Et nous essayons de nous situer là-dedans. Nous travaillons avec 169 États membres qui s'intéressent à utiliser les techniques nucléaires pour promouvoir, disons, l'utilisation d'une manière sécure et pour la paix. Bon, ça, les Français m'échappent, mais c'est vraiment, nous essayons de supporter l'utilisation des technologies nucléaires dans le bon sens. Donc, nous sommes situés à Vienne, c'est pour ça, vous voyez ici le drapeau d'Autriche. En fait, moi, je ne suis pas autrichienne, donc je m'attendais à ce que je vois mon drapeau. Je suis allemande. C'est pas très loin, mais bon, c'est bien de représenter l'Autriche aussi, donc il n'y a pas de problème. Donc, le siège... On n'a pas trouvé le drapeau de la oui. Le siège est à Vienne et nous avons quelques petits bureaux à Genève, Tokyo, Toronto et New York. Quelque chose à noter, nous n'avons pas de bureaux régionaux ou nationaux comme vous connaissez. Par exemple, l'OMS, l'UNICEF, ils sont présents dans les pays ou moins dans les régions. Ce n'est pas le cas pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours trouver des partenariats pour vraiment accéder, disons, les programmes dans les différents pays parce que nous ne sommes pas là. Et en fait, nous travaillons sur les PNUD, enfin, à travers les PNUD qui agissent comme agence des liaisons.
Et nous avons des officiers de liaison dans tous les États membres qui liaisent avec le siège. Alors, je répète, maintenant ici, j'ai bien ajusté. Notre mandat, c'est les atomes pour la paix et le développement, pour pouvoir accélérer et élargir la contribution des technologies nucléaires à la paix, à la santé et à la prospérité à travers le monde. C'est pour cela que nous avons, par exemple, un département qui s'occupe des sciences nucléaires et applications qui est très divers et très intéressant pour cela parce que ça couvre de santé humaine. La nutrition fait partie de la santé humaine, de l'environnement, de l'agriculture, ce qui est une division conjointe avec la FAO, des ressources, de l'eau et en fait des sciences qui sont un peu plus spécifiques à notre mandat, disons des techniques nucléaires. Nous couvrons beaucoup des domaines où on peut utiliser les technologies nucléaires pour informer des programmes, pour changer, disons, la programmation. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans la nutrition? Nous avons un programme, un sous-programme qui s'appelle Nutrition pour la santé améliorée. Et c'est vraiment pour supporter les États membres à combattre la malnutrition dans toutes les formes en utilisant les isotopes stables ou les technologies nucléaires pour pouvoir évaluer et ajuster des programmes nutritionnels. Nous faisons aussi, ou nous traitons aussi des thèmes qui sont liés à l'environnement et la santé de l'environnement. Donc, notre domaine d'activité, c'est la nutrition maternelle de l'enfant et du bébé et de l'enfant. En fait, les 1000 jours dont parlait déjà Amina, c'est la fenêtre d'opportunité. Mais ce n'est pas seulement ciblé à ça, parce que la prévention et le contrôle de l'obésité et des NCD, c'est quoi là en français la prévention? Mais il y a une abréviation. Bon, les maladies non transmissibles. MNT est plus large que ça. Il faut qu'on adresse toutes les étapes dans la vie pour pouvoir prévenir et contrôler l'obésité et les MTC. C'est le MTC. Et ensuite, nous travaillons dans les effets de santé de l'environnement. Juste pour vous dire, à Vienne, j'ai une équipe de 4 personnes pour couvrir 169 pays. Donc, juste pour vous expliquer, des fois, si vous nous adressez, ça peut arriver que ça prend du temps avant qu'on réponde, parce que vraiment, on est une toute petite équipe, mais on essaie à travers les différents centres, les collaborateurs dans les différents pays, d'élargir notre champ de travail. Mais à Vienne, on est une petite équipe. C'est aussi pour cela que nous essayons de complémenter toujours le travail que d'autres acteurs font dans la nutrition. Il y a des acteurs comme l'OMS, comme l'UNICEF, qui sont dans leur mandat la nutrition très spécifiquement. Nous, l'Agence internationale d'énergie atomique, nous avons la santé. Donc, on ne peut pas avoir la santé sans une bonne nutrition, mais ce n'est pas explicite, la nutrition. Or, pour l'OMS, l'UNICEF, c'est très explicite. Donc, nous essayons de compléter le travail des autres acteurs dans la nutrition et en encourageant l'utilisation des isotopes stables qui sont
qui sont sûrs, qui sont pas radioactifs, donc il n'y a pas de problème. Et en les utilisant pour le design et l'évaluation des interventions nutritionnelles. Donc, en quelque sorte, avec l'appui technique que nous offrons est très spécifique, mais qui peut vraiment ajouter des valeurs à des évaluations des programmes nutritionnels. Donc, les planistes qui sont là, je fais appel à vous de considérer ces techniques quand vous rentrez dans vos pays et voyez comment ça peut être utile. Ce n'est pas pour utiliser simplement les isotopes stables, mais là où ça peut donner un complément d'information que vous ne trouvez pas avec d'autres techniques. Voilà, donc je vous donne juste un petit aperçu pour quel type d'évaluation nous pouvons utiliser les isotopes stables. C'est pour évaluer la composition corporelle, la densité des os. Nous pouvons les utiliser pour les dépenses énergétiques totales, ce qui est important dans les contextes des programmes d'obésité. Ici, aussi, nous pouvons les utiliser pour évaluer la biodisponibilité des micronutriments, spécifiquement du fer et du zinc, et pour évaluer l'état en vitamine A, notamment les réserves totales en vitamine A dans l'organisme. Nous sommes en train de nous lancer dans un autre domaine qui est les dysfonctionnements entériques qui est dû à vivre dans un environnement qui n'est pas sain et voir si nous pouvons développer un test simple pour détecter si les fonctionnements entériques est comprometté ou non. Et ensuite, très important, nous pouvons utiliser les isotopes stables pour évaluer les pratiques d'allaitement maternel. Nous pouvons détecter, pour ceux qui ont été là hier, vous l'avez entendu, on peut l'utiliser pour détecter si les enfants sont exclusivement allaités ou non, ou combien de lait maternel est ingéré par les enfants. Et si vous allez voir les taux de vitamine A ou de fer ou quelque chose dans les laits, vous allez l'apport dans ces vitamines par l'enfant. Aussi, nous travaillons sur des protéines et les acides aminiques et leur métabolisme. Ça, c'est un domaine qui nous commençons à rechercher. Nous sommes en train de développer une nouvelle technique qui peut examiner la digestion des protéines. Mais comme aujourd'hui, nous avons, disons, affaire au fer, je me concentre sur les micronutriments. Avant de vous donner des exemples, je voulais juste faire mention de nos deux mécanismes de support qui existent. Nous avons des projets de recherche coordonnée et nous avons les programmes de coopération technique. Donc, les principes, le fonctionnement est très différent. Les projets de recherche coordonnée, c'est l'équipe à Vienne qui définit ce qui sont les priorités en consultant des experts. Nous faisons un appel des propositions et nous sélectionnons 4 ou 5 instituts qui vont travailler sur ces questions pendant 4 ou 5 ans. Et nous organisons des réunions régulièrement et nous pouvons donner une petite
contributions chaque année pour pouvoir faire des recherches. Ensuite, les programmes de coopération technique, c'est les États membres qui demandent un appui. Donc, ce n'est pas nous, au siège, qui peuvent influencer, c'est les États membres qui décident, OK, moi je voudrais évaluer mon programme d'allaitement exclusif, est-ce que l'agence peut m'aider? Et tous les 2 ans, vous pouvez présenter ces demandes à travers l'agent des liaisons qui se trouve dans chaque pays. Et ensuite, c'est évalué et bon, la plupart est aussi approuvé et nous pouvons supporter les groupes, nous pouvons former les équipes dans l'utilisation des isotopes stables, nous pouvons fournir des équipements, des consommables et nous pouvons envoyer des experts et donner des conseils à travers, par rapport à l'échantillonnage, les statistiques, l'interprétation des résultats. Donc, c'est là où un pays peut commencer avec l'utilisation, parce que là, on peut transférer les acquis. Ici, il faut les avoir déjà pour pouvoir participer, parce qu'on va maintenant cibler des questions très spécifiques. Et on attend que ceux qui font partie de ces projets de recherche savent déjà les principes d'utilisation des isotopes stables. Voilà les 2 mécanismes. Donc, les planistes, dans 2 ans, on va encore demander des idées de projets. Vous avez juste raté l'occasion, mais ça revient. Et j'espère que vous aurez plus d'occasions pendant la semaine de voir un peu comment faire. J'ai amené aussi des brochures que vous pouvez accéder pour comprendre comment demander des supports. Alors, comment on peut utiliser les études qui utilisent les isotopes stables pour informer des programmes sur les micronutriments et comment ces techniques fonctionnent? Je vous donne un exemple de l'Haïti, où on a fait quelque chose de similaire qu'ici au Maroc, ce que va présenter Nicole après. Nous avons travaillé avec l'Haïti pour informer leur programme de fortification de farine de blé. Mais eux, ils n'avaient pas commencé. Vous, ici, vous avez déjà eu une stratégie en place qu'il fallait améliorer. Là, l'Haïti n'a rien eu. Et la question était, quels sont les fortifiants de fer qu'il faut ajouter? Vous avez entendu beaucoup de EDTA, les sodium, fer ou EDTA. Mais Haïti, ils ont dit au ministère de la Santé, bon, c'est cher, comment on va faire? Est-ce qu'il y a une solution qui est moins chère? Donc, on a comparé 2 différents fortifiants. Le EDTA, on l'a comparé avec les ferrus fumérates. Et vous voyez ici, ça c'est chez les femmes, l'absorption en fer. Donc, comme expecté, les EDTA donnent la meilleure taux d'absorption et les fumérates seuls, c'est les moindres. Mais quand on fait une combinaison des 2, on trouve que le taux d'absorption est entre les 2. Donc, la recommandation maintenant était d'utiliser les ferrus fumérates à un taux un peu plus élevé par kilogramme de la farine, parce que ça va toujours être moins cher, mais on arrive pratiquement au même niveau des taux de fer absorbés. Voilà, donc c'est une autre approche parce que l'Haïti se trouvait dans une autre situation. Et il fallait définir quoi à ajouter. Maintenant, c'est l'USAID, c'est GAIN qui les aide à mettre en place la stratégie
et l'implémentation. Parce qu'il n'y a pas seulement les fer, il y a des autres, l'acide folique, etc., qu'il faut ajouter. Voilà, ça c'est juste un autre exemple. Comment faire pour en fait mesurer l'absorption en fer, et Nicole va en parler aussi. Juste pour vous donner un petit schéma ici, donc dans ce cas-là, on voudrait évaluer deux différents types de repas et quelle est l'absorption de fer de ces différents repas. Donc on ajoute les fers stables ou des isotopes stables, 57 et 58, parce qu'ils ne sont pas très abondants dans la nature. Ils existent dans la nature, mais à des moindres quantités. C'est pour ça qu'on peut les utiliser comme tracer. Donc on les ajoute à la nourriture après qu'on a pris une prise de sang, parce qu'il faut établir un baseline. Ensuite, 2 semaines après, on prend une deuxième prise de sang et on évalue la rétention des isotopes dans le sang. Parce qu'on dit 2 semaines, parce qu'on assume que 80% des fers absorbés et incorporés dans les globules rouges. Voilà, merci. Ensuite, on analyse, on fait des analyses par spectromètre de masse pour la fer, et on établit des relations des isotopes stables avant et après le dosage pour déterminer la quantité de fer qui est incorporée dans les globules rouges. Voilà, ça c'est le principe, c'est un peu simple, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc il faut retenir les participants dans l'étude pendant 2 semaines pour compléter l'évaluation. Et ça, c'est un exemple de consommation de la nourriture de Rwanda. C'était dans une étude. Ça, c'est un autre exemple, c'est la vitamine A. On a travaillé avec le Thaïlande pour évaluer une stratégie pour les écoles. Ils voulaient tester si les riz qui est fortifié et extruded, et pré-cuisiné, est-ce que ça peut améliorer l'état en vitamine A ou les réserves dans l'organisme en vitamine A. Donc, on a fait l'intervention pendant 6 mois et on a mesuré la vitamine A dans le sang, les sérum rétinol, et on a mesuré les réserves en vitamine A dans l'organisme, avant et après. Et vous allez voir qu'il n'y avait pas d'amélioration significative qu'on pouvait constater au niveau des sérum rétinol, mais si vous regardez les réserves totales en vitamine A, il y a une nette et significante amélioration des réserves. Ça veut dire que les isotopes peuvent être utilisés pour détecter l'impact d'un programme. Le sérum rétinol est problématique quand vous travaillez avec des populations qui ne sont pas très déficitaires. Là, le sérum rétinol c'est constant. C'est l'organisme qui le fait, on ne peut rien. Donc, il faut d'autres stratégies ou d'autres mesures, et l'utilisation des isotopes stables est une des possibilités. Comment ça fonctionne? Là aussi, il faut des prises de sang, il faut 2, baseline, et après une période d'équilibration, il faut une deuxième. Voilà, donc vous donnez, cette fois-ci, ce n'est pas la nourriture, on donne directement une dose avec les vitamines A qui est marquée avec une isotope stable. Vous voyez ici, on pipette directement dans la bouche de l'enfant.
Maintenant, ça va s'équilibrer avec les poules en vitamine A dans l'organisme. Et 2 semaines après, où on travaille sur les protocoles qui sont plus courts aussi, on va prendre un deuxième échantillon de sang et l'analyse encore se fait par spectromètre de masse. On utilise les taux de vitamine A marqués par rapport au taux de vitamine A. On l'utilise ensemble avec des assumptions qui constituent des faits sur l'absorption, le stockage et le catabolisme de la dose, parce que ça a une influence pour finalement estimer les réserves en vitamine A dans l'organisme. Et il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment sur ces présomptions, je ne sais pas en français, parce que de plus en plus, on trouve que ça varie, il faut l'ajuster dépendamment de l'état d'inflammation, d'autres conditions. Donc, on est en train de travailler sur ces conditions-là. Une autre utilisation, c'est voir la bioefficacité des sources des provitamines A. Est-ce qu'on peut les utiliser pour améliorer la nourriture locale, par exemple? Le Moringa oleifera, c'est quelque chose qui est très à la mode. Et bon, par exemple, les choux qu'on a utilisés ici à Zimbabwe, on a regardé si la valeur en vitamine A se transforme vraiment, ou en provitamine A se transforme en vitamine A dans l'organisme. Donc, on a établi des facteurs de bioconversion dans les deux cas. On a les deux moringa et les choux a grandi dans les deutériums, dans l'eau lourde, et ensuite on l'a donné aux participants dans l'étude avec une dose de référence de vitamine A marquée, et on a pu établir le facteur de bioconversion qui est très bon. Et maintenant, dans les deux pays où on a fait l'étude, c'est quelque chose qui est promu au niveau des enfants préscolaires. Vous avez aussi les références ici si vous voulez voir plus de détails sur les études. Nous sommes en train de travailler aussi dans 8 pays au niveau d'Afrique sur l'utilisation des isotopes stables pour évaluer les réserves en vitamine A dans les contextes de l'infection et inflammation. Donc bientôt, nous aurons des données comment les réserves en vitamine A et l'utilisation de la technique isotopique est influencée par l'effet de l'inflammation. Donc ça, c'est l'étude en Afrique du Sud, le dosage, et ils sont en train de prendre les prises de sang. Une autre étude de recherche, un projet de recherche qui est en cours, c'est sur les risques d'avoir ou de consommer peut-être trop de vitamine A. Parce que dans des pays, souvent, il n'y a pas de coordination entre les différentes interventions. Donc, on peut avoir des groupes de populations qui sont exposés à plusieurs interventions à la fois. Et comme vous savez, les vitamines A, une fois que ça rentre, l'organisme, ça ne sort plus. Ça s'accumule, la plupart s'accumulent dans le foie. Donc, il faut voir ces situations aussi. Donc, on a ces projets de recherche dans 8 pays dans le monde. Le Maroc en fait partie, pour voir est-ce qu'il y a vraiment un risque, voir est-ce qu'il y a une consommation élevée en vitamine A qui existe.
Et qu'est-ce qui fait notre technique? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans ces contextes? Nous ne savons pas. Donc, ça va conclure l'année prochaine et j'espère qu'on peut avoir des conclusions sur ces deux points. Aussi, nous allons publier bientôt, j'espère dans 1 ou 2 semaines, un article qui résume un peu l'apport de l'agence dans ces domaines des micronutriments depuis 20 ans. Donc, allez voir, ça va sortir dans les Advances in Nutrition et ça va être l'accès gratuit. Donc, je vous conseille de consulter cette publication. Voilà. Comment vous pouvez accéder les supports de l'agence ou bien comment vous pouvez plutôt apprendre comment les utiliser. Bon, nous avons des centres comme ici au Maroc, l'unité mixte, les Kenesten qui assistent des autres pays qui veulent commencer dans la région. Il y a aussi... Oui, c'est trop compliqué. Non, c'est facile, si on le redit souvent. C'est joint. Non, ok. L'université, parce que l'université d'Autofai. Oui, tu as raison. Oui. Donc, il y a aussi un centre à Botswana qu'on essaie de faire revivre. Ils ne sont pas aussi actifs qu'ici au Maroc, mais en principe, ce sont 2 centres qui peuvent aider d'autres dans la région. Aussi pour la vitamine A, on est en train de supporter 3 groupes pour monter la capacité technique pour utiliser ou pour analyser les réserves en vitamine A dans l'organisme. À nouveau, le Maroc est là et comment je peux dire, les plus avancés en fait, ensemble avec les Cameroun. Donc prochainement, il n'y a plus la nécessité d'analyser ça par spectrométrie de masse ailleurs, disons aux États-Unis ou en Europe. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et je félicite le Maroc pour avoir fait beaucoup de progrès dans très peu de temps. Je vais voir les installations demain. Nous avons aussi un centre de collaboration en Inde qui assiste beaucoup dans la formation, dont reçoit des chercheurs, des gens à former. Nous avons des documents que vous pouvez consulter, des documents, des guides, et vous pouvez les télécharger gratuitement. Nous avons aussi des modules de formation à distance sur les différents domaines et sur les différents topics. Il y a des brochures que vous pouvez aussi consulter sur notre site web. Et notre site web, si vous allez sur l'Agence internationale d'énergie atomique, c'est très compliqué de trouver quelque chose. Mais si vous faites Google et vous mettez Human Health Campus, ça vous amène à un site spécialisé de notre division de la santé. Donc même les autres collègues dans la médecine nucléaire, radiothérapie, etc., ils ont leur matériel là-bas. Vous avez la nutrition et vous trouvez des matériels sur toutes les différentes techniques, sur les événements. Donc, je vous conseille d'en profiter pour vous informer et trouver plus de détails sur les techniques. Nous allons organiser aussi un symposium au mois de septembre, conjointement avec l'OMS et l'UNICEF. Ça va être sur le double fardeau de la nutrition, de la malnutrition. Et ça va englober pas seulement la biologie et la partie études, mais aussi les interventions, comment ajuster les interventions et les politiques dans la nutrition. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble avec l'OMS, avec l'UNICEF,
pour couvrir tous les champs de travail qu'il faut faire. Donc, là aussi, vous pouvez consulter les sites du symposium. Ça ne coûte rien de s'enregistrer et vous avez plus d'informations sur les champs thématiques. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions...